Bonsoir, les Français ont battu les Irlandais dans le premier match du tournoi des 5 nations. Les laïcs défileront demain entre République et Nation. Jack Lang nous dira s'il entend être de la manif. Bonsoir. Bonsoir. Les moules et des huîtres du bassin d'Arcachon interdites à la consommation. Olivier de Kersauzon reprend le large et Chanel se déshabille. Voilà le menu avant de passer à l'école. Plat de résistance, hors d'œuvre succulent. France-Irlande, 35-15 temps frais, pelouse bonne, vent léger, spectateurs 45 000. France, 4 essais, 3 transformations, 3 pénalités. Irlande, 5 pénalités. C'est ce qu'on appelle la fiche technique. Le commentaire sera plus court. Magnifique, Christophe Duchiron. Le bonheur en rugby, c'est simple comme un essai. Benetton le français récupère le ballon, les verts n'y voient que du bleu. C'est Benetton le troisième ligne qui donne des couleurs au 15 de France. On respire un peu mieux parce qu'en première période, l'Irlande a été mieux et le score loin d'être assuré. À la mi-temps, 4 petits points d'avance pour les Français, 16-12. À la reprise, les Bleus repartent à l'assaut, en force. Les Irlandais résistent, les Français insistent. Thierry Lacroix aplati dans l'embut. Ce Thierry Lacroix, c'est un 3/4 qui ne fait pas les choses à moitié. Un coup d'essai à la main. Et un coup de maître au pied, 7 tentatives, 6 réussites, 20 points marqués. Thierry Lacroix, c'est encore mieux l'après-midi. Et maintenant les 5 dernières minutes. Mais oui, mais c'est bien sûr, l'énigme irlandaise est résolue. Voilà Philippe Saint-André qui file à l'anglaise le long de la touche. Et un troisième essai pour le 15 de France. Les Irlandais sont dépassés, ça va trop vite. Et pour les Bleus, ça va fort. Encore une attaque. Et au bout de l'attaque, encore un essai. Armari qui charge. Galtier sort le ballon pour Olivier Merle. Merle, le deuxième ligne qui porte un nom d'oiseau et qui aplatit. Un bien bel essai où les arrières ont retrouvé les avants. Heureux 15 de France qui commence le tournoi avec une victoire, 35-15. Cet après-midi, la marée était en bleu et le bonheur tricolore. L'autre match du jour, diffusé également par France 2, opposait le Pays de Galles à l'Écosse. Les Rouges ont gagné par 29-6. Ce devait être un cri de colère contre la réforme de la loi Fallou. Il n'y a plus de réforme. Il y aura donc un air de récré entre République et Nation. Mais la cour, je veux dire le boulevard, sera embouteillé. Les laïcs seront nombreux à défiler. Agnès Varamian et Éric Delagneau se sont rendus dans leur PC improvisé. Ce sont les grands ordonnateurs de la manif, Jean-Paul et Alain, Instit de Bretagne et de Vesoul détachés à Paris. 15 jours qu'ils cogitent. Comment faire défiler les 200 à 300 000 personnes attendues en pensant à tout et d'abord à la sécurité. La commission de sécurité, 9h30. 9h30. Et puis ici à 8h30. Qu'est-ce qui s'en occupe à la République? C'est toi. Non, c'est pas toi. Toi, c'est à la Nation. Moi, je suis à la Nation. À 8h30, de toute façon, je serai là. 2400 bus de province, une centaine de trains spéciaux, des points de ralliement différents pour chaque région, un parcours modifié plusieurs fois et des provinciaux qui doivent s'y retrouver. Modification. On a envoyé des plans de métro, on a envoyé les lignes, on a envoyé les métros les plus proches du cortège. Mais je crois que ce sera bien de leur rappeler, surtout s'ils ont passé la nuit dans le train, ils ne seront peut-être pas tout à fait réveillés demain matin. On arrive à couper Paris en deux pratiquement, sachant qu'on n'est pas tout à fait sûr que les derniers, ceux qui seront là, marcheront beaucoup. Ils risquent fort de prendre le métro pour rejoindre les gares de départ. Souci de Jean-Paul, placer les radiotéléphones, casse-tête d'Alain, faire équiper 8 camions sonos du côté de Bagnolet. Il pleut. Attention. Il pleut, les sonos sont sous la flotte, il nous faut les bâches. Alors, est-ce qu'il y a deux solutions? Ou bien Robert nous les ramène ici avec une bagnole, ou bien je refais un aller-retour. 18h, ce sont les dernières touches. Au rez-de-chaussée du boulevard Saint-Germain, tout l'attirail du bon manifestant laïque est prêt. L'affiche de la manifestation sort de l'imprimerie. Surprise. Vous reconnaissez certainement donc le ministre de l'Éducation et le Premier ministre qui nous joue du violon. C'est le clin d'œil. Les laïcs sont fiers, ils n'ont rien sous-traité de l'organisation et demain, Jean-Paul et Alain défileront à leur place en tête du cortège. Toutes les régions de France seront donc représentées. Allons d'abord avec Yannick Aroussi et Didier Beaumont dans le sud où un problème de transport s'est posé. Du coup, les manifestants de demain ont choisi l'avion pour monter à Paris. Le sourire d'une hôtesse avant de se retrouver nez à nez avec un CRS, ça ne peut pas faire de mal. Environ 40% des militants pro-école publique ont choisi de quitter Nice par la voie des airs pour aller à la manif. Pour les autres, ce sera le train et 11 heures de voyage. Question de budget, mais aussi la faute. À pas de chance. Initialement, nous avions décidé de partir en avion, mais tout est plein.
Nous n'avons pas réussi à trouver un avion supplémentaire pour nous et donc nous avons décidé de partir en train et quelques-uns en avion quand on a trouvé des places. Au Parti socialiste, on prépare le kit du parfait manifestant. Plan de Paris, horaire des bus pour Orly et billets sur les vols réguliers Air France et Air Inter. Tarif négocié 650 francs, dont 350 pris en charge par la fédération. Le PS soigne les 120 adhérents qui feront le voyage. Nous sommes quand même une des villes les plus éloignées de Paris. Le voyage en train, c'est au minimum 7 heures lorsqu'on prend le TGV. Pour les personnes voulant aller à la manifestation absolument, cela exigeait soit 2 nuits de train, soit de partir bien avant. Combien ça coûte ici? J'ai 150 places, 66 000 francs, et c'est une partie du voyage. Vous êtes riche alors? On n'est pas riche du tout, on est riche de militants. Le syndicat FSU embarquera demain à bord d'un avion spécial, 1h20 de trajet, garantie de fraîcheur pour le mimosa que les manifestants proposeront aux Parisiens. Quant au nord, il descendra, si j'ose dire, en nombre. Benoît Gadret et Gilles Balbas sont allés près de Lille, à Los, terre laïque. On a gagné d'avance, c'est encore mieux. Je peux bien se le dire entre nous. Malgré tout, hein, c'est bien pour ça qu'on maintient la manifestation. Vous savez bien qu'ils nous ont déjà fait le coup. À Los, les laïcs ne désarment pas. Dans ce fief socialiste, c'est le denier des écoles publiques, une association créée en 1925 qui mobilise pour la manifestation. L'un de ses responsables est Gaston Cabi. 40 années passées au service de cette école publique qu'il revoit avec tendresse. Pas vraiment anticlérical, mais défenseur insatiable de la laïque au nom des souvenirs. Mon papa était paveur, ma maman était une ouvrière d'usine. Et s'il n'y avait pas eu l'école publique, si nous n'avions pas eu des instituts, je vous le répète, qui nous prenaient le matin avant la classe, le soir après la classe pour faire des devoirs, pour nous expliquer, eh bien peut-être que jamais, nombre de mes amis et moi-même n'aurions pu réaliser, je vous disais, ce que les parents avaient rêvé pour vous. Autre génération, mais même attachement à la laïcité. Laurence Joly, directrice d'une école publique où plus de confort serait le bienvenu. Pour cette enseignante, si l'école privée sollicite davantage la commune, ce sera au détriment de l'école publique. L'école est ouverte à tous, alors que ce n'est pas toujours le cas dans le privé. Et on veut que ce soit reconnu justement parce qu'on a des difficultés. On ne veut pas qu'on nous enlève les moyens pour combattre ces difficultés. Pour les instituteurs, comme pour les parents d'élèves, l'abandon de la révision de la loi Fallou par le gouvernement ne les empêchera pas demain de manifester. Il faut se mobiliser pour que le gouvernement ne fasse pas réapparaître son projet de loi sous une autre forme et également pour débloquer des crédits pour l'école publique. 4 quarts partiront de la ville de Los, près de 300 du département du Nord. Hier soir, les responsables des associations, partis ou syndicats se familiarisaient avec le parcours de la manifestation. De République à Nation, les laïcs du Nord sauront se faire entendre. Et le privé, que pense-t-il de ce retrait de la réforme et de cette remobilisation de l'école publique? Comment voit-il la manifestation? Qu'attend-il maintenant du gouvernement? Autant de questions posées par Marc Maisonneuve et François Granier à Sainte-Geneviève, près de Paris, à Meaux. Ici, on n'a pas eu besoin de la réforme de la loi Fallou pour rénover les bâtiments. 100 millions de francs de travaux, 21 000 mètres carrés de planchers construits pour rendre totalement sûr cet établissement catholique de 1913. Isabelle Durastel est aujourd'hui professeure d'anglais à Sainte-Geneviève. Elle y a été élève. Après avoir enseigné dans le public, c'est le côté affectif qui l'a poussée à revenir ici, dit-elle, pas la nature de l'école. J'ai enseigné dans le public ma première année et j'y ai mis autant de cœur et autant de travail, et autant d'heures et autant de pleurs, je dirais, que dans le privé. Moi, j'ai pas senti la différence. S'il y a une différence, ici, chaque professeur sait qu'elle est d'abord d'ordre matériel. Les conditions de travail sont presque idéales, privilégiées. C'est vrai aussi que certains établissements publics travaillent dans des conditions aujourd'hui, mais qui font qu'on est encore plus content d'être là où on est. Enseigner, c'est le même métier dans le public et le privé, disent les professeurs. Mais la solidarité a ses limites. Pas de problème. En fait, je n'irai pas défiler, moi. Alors là, j'avoue, non. Ils ne sont pas venus défiler pour moi quand on en avait besoin. Quand il y a 10 ans, l'école privée s'estimait remise en cause par le pouvoir socialiste. Mais aujourd'hui, la mobilisation de l'école laïque n'est pas perçue comme une attaque.
Nous serions remis en cause si on disait que nos établissements n'apportaient rien à nos services publics d'enseignement. Nous faisons partie du service public. Moi personnellement, je me sens absolument pas remise en cause parce que des gens manifestent pour le public. Je n'ai absolument rien pour le public. Mes enfants, quand ils seront plus grands, peut-être qu'ils iront dans le public. Dans cet établissement catholique, on paie environ 3 000 francs par an pour une scolarité obligatoire. Alors, est-ce que l'ancien ministre de l'Éducation va défiler demain? Naturellement, oui. Et c'est pas nécessaire, puisqu'il n'y a plus de réforme. Là, je m'adresse à l'homme politique, évidemment. Aux citoyens, tout simplement. Je crois que demain défileront des gens de tous horizons, qui croient à l'école, qui aiment l'école, qui veulent se battre pour la modernisation de l'école, qui souhaitent que l'école, comme ce fut le cas au cours des 5 années précédentes, redevienne la priorité des priorités. Je crois que c'est le sens de cette manifestation. Alors vous dites de tous horizons, mais il y a une forte implication du Parti socialiste. Est-ce qu'il n'y a pas une tentative de récupération politique de ce mouvement? Je crois que ce qui doit compter d'abord demain, ce n'est en effet pas telle ou telle considération partisane. C'est le combat pour l'école, pour une école généreuse, une école ouverte, c'est-à-dire vraiment une école laïque, c'est-à-dire respectueuse de toutes les opinions, d'où qu'elles viennent. C'est ça la laïcité. Comment jugez-vous l'attitude du Premier ministre qui a retiré aussitôt le projet de réforme, la réforme? Je crois qu'il a constaté une situation dans laquelle le gouvernement s'est trouvé. Moi, j'ai eu à affronter cette affaire du privé avec Pierre Bérégovoy voici 1 an et demi. La méthode que nous avions choisie était celle du dialogue, et non pas celle de l'acte couperet, de l'acte unilatéral. Et surtout, ce qui avait été accordé pour le fonctionnement, en vertu d'ailleurs d'engagements pris par l'État, a été compensé par des contreparties en termes d'obligations de service public, recrutement des maîtres, formation des maîtres et respect de la liberté de conscience. Dans le cas précis, je l'avais dit d'ailleurs à M. Bayrou dès le mois de juillet dernier, vous connaîtrez une déconvenue. Vous ne pouvez pas, de manière unilatérale, accorder sans contrepartie, en termes de service public, un avantage de ce type. Alors vous dites dialogue, c'est un terme qui a été employé hier, ou un autre terme, concertation, par le porte-parole du gouvernement, Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous-même, vous êtes prêt à participer à cette vaste concertation sur l'école? Si je suis consulté, pourquoi pas? Je veux dire que le dialogue doit faire partie normalement de la vie démocratique d'un pays. Et la question de l'éducation nationale est une question essentielle, fondamentale. Et donc chacun doit apporter son imagination et ses propositions. Comment aider l'école privée sans léser l'école publique? Mais je crois que tout ça mérite d'être mis sur la table. Il faut du temps, de la sérénité, du calme. Je crois que, d'abord, s'il y avait éventuellement un jour une forme d'aide à l'investissement par les collectivités locales, la question ne se pose pas en ce moment, elle devrait inévitablement être compensée par l'État, parce qu'il s'agirait d'un transfert de charges au détriment des collectivités locales, des mairies, des départements et des régions qui déjà sont étranglés sur le plan financier. Je crois que la question principale qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire que l'école publique, l'école de la République, puisse bénéficier des moyens dont elle a besoin. Songez que dans le budget précédent, 700 postes d'instituteurs avaient été créés, cette année pas un seul. Songez que l'année précédente, 5000 postes de professeurs de lycée et de collège avaient été créés, cette année moins de 2000, et il y a des rentrées à préparer. Donc que ce qui s'est produit au cours des derniers mois soit l'occasion pour les uns et les autres de prendre conscience que l'école doit être au cœur de nos préoccupations communes. Une dernière question, est-ce que cette manifestation n'est pas pour vous, quand je dis vous, le Parti socialiste, une belle opportunité de retrouver les marques perdues en 93? Personnellement, je ne veux pas que l'on confonde les questions, disons, de préoccupations politiques des uns ou des autres. Chacun se détermine librement, le Parti socialiste, d'autres partis, et j'espère que demain il y aura des personnes qui appartiennent à tous les horizons politiques. Encore une fois, moi j'espère que demain ce sera l'expression enthousiaste d'un acte de foi, d'un acte de confiance dans l'école qui est celle de la nation tout entière. Merci Jack Lang. Le privé n'échappe pas au vandalisme. Une école catholique a été détruite par le feu aujourd'hui. Il n'y a pas eu de blessés.
Pour le diocèse de Blois, il s'agit d'un acte délibéré, et j'ai dit Blois, c'est votre ville, vous êtes le maire. Alors je dois en dire un mot, excusez-moi, c'est en effet un acte très bref, c'est un acte criminel, scandaleux d'ailleurs, qui a été commis, une enquête est en cours, et naturellement, voilà un exemple, si vous voulez, où un maire qui aime l'école intervient aussitôt, puisque dès lundi matin, les enfants seront accueillis dans des lieux publics, et la cantine sera organisée. Il est normal que l'on puisse aussitôt venir au secours d'enfants privés de leur classe. Enfin, dernière indication sur l'école, elle est donnée par le journal du dimanche, qui publiera demain les résultats d'un sondage BVA. Les Français approuvent la décision du Conseil constitutionnel. Ils estiment cependant qu'elle ne constitue pas un échec personnel pour le Premier ministre Roland Sicard. Les sages du Conseil constitutionnel peuvent dormir tranquilles. 56% des personnes interrogées approuvent leur décision. La majorité est large. Pourtant, et c'est le paradoxe, les Français estiment que le Conseil a pris un risque. Selon 52% d'entre eux, c'est tout simplement la querelle scolaire qui pourrait être relancée. Édouard Balladur ne semble pas trop pâtir de l'affaire. 59% des sondés pensent qu'il ne s'agit pas pour lui d'un échec personnel, contre 39%, et 70% considèrent que le gouvernement a raison d'abandonner le projet. Quant à la manifestation, les Français sont aujourd'hui partagés. Si 50% la jugent utile, 49% sont d'un avis contraire. Demain, l'heure de vérité accueillera à partir de midi Michel Rocard et la nouvelle librairie de France publie opportunément une histoire de la fonction publique qui porte sur le rôle du fonctionnaire et la mission du service public. Dans d'autres pays, la guerre des idées prend parfois une autre dimension tragique. En Iran, un homme a été condamné à mort parce qu'il s'est converti au christianisme. Il doit être pendu dans quelques jours. La France a demandé la clémence pour Mehdi Dibaj. L'enquête de John Reichenbach et Sylvain Gauthier. Le monde chrétien se raccroche encore à la prière pour tenter de sauver Mehdi Dibaj, un Iranien de 59 ans condamné à mort pour avoir renoncé à l'islam à l'âge de 19 ans. Devenu pasteur, il a été emprisonné par le régime de Téhéran. 9 ans de prison, 9 ans de mobilisation pour le faire libérer. En vain. Il doit être pendu dans les jours qui viennent. Le 3 décembre 1993, il est passé en jugement et condamné à mort pour le seul crime d'avoir quitté la foi musulmane. Ici, j'ai le verdict de la Cour de justice. Et dans ce verdict, c'est très clair, son seul crime, c'est apostasie. Ça veut dire quitter la foi musulmane pour devenir chrétien. L'association protestante Portes Ouvertes installée à Strasbourg prend la défense des chrétiens persécutés. 200 personnes sont aujourd'hui incarcérées dans le monde pour des motifs religieux. On ne peut pas faire grand-chose sauf faire pression ou au moins publier son cas pour que le gouvernement iranien se rende compte que cet acte est tout à fait contre les droits de l'homme et qu'ils réagissent, qu'ils fléchissent et qu'ils changent cette décision. Ce n'est pas le premier cas. Un autre pasteur protestant, Hossein Soudman, a été pendu. Là, c'était trop tard, personne n'a su avant. Lui, il a laissé une femme aveugle et 4 enfants. Nous allons demander ici en France que dans les églises, les gens écrivent à l'ambassade iranienne pour exprimer leur désarroi aussi. La paix totale au Proche-Orient passerait-elle par Genève? Bill Clinton va rencontrer demain en Suisse, donc en terrain neutre, Hafez al-Assad. Rencontre importante aussi bien pour les États-Unis et la Syrie que pour Israël et la Syrie. Stéphane Magnier. Le président syrien Hafez al-Assad déteste jouer les faire-valoir. Et s'il est arrivé à Genève cet après-midi, ce n'est certainement pas pour le plaisir de poser sur une photo protocolaire avec le président américain Bill Clinton. Il est là pour quelque chose de concret. Quoi exactement? Toutes les chancelleries du Proche-Orient y vont de leur hypothèse, mais toutes s'accordent à dire que le président Assad et son homologue Clinton, arrivé lui il y a un peu plus d'une heure à Genève, devraient révéler demain matin un volet essentiel du plan de paix au Proche-Orient. Que le président américain pourrait par exemple proposer que ses soldats remplacent les Israéliens sur le plateau du Golan. Il s'agirait là du premier volet d'un accord de restitution à la Syrie de ce plateau montagneux occupé depuis 1967 par Israël, qu'une telle restitution permettrait d'envisager un cessez-le-feu durable au sud Liban, où la Syrie peut imposer sa loi, que cela couperait le Hezbollah pro-iranien et les Palestiniens les plus radicaux de bases essentielles pour mener leur combat. Yitzhak Rabin, le Premier ministre israélien, et Yasser Arafat, le président de l'OLP, ont déjà exprimé les espoirs qu'ils mettaient dans la rencontre de demain matin à Genève. 2h30 d'entretien dans ce luxueux hôtel intercontinental qui pourrait faire sortir le processus de paix de son enlisement.
Le rôle du président Assad se sera montré incontournable. C'est exactement ce qu'il souhaite. En France, les moules et des huîtres du bassin d'Arcachon sont interdites à la consommation. Elles contiennent une toxine dangereuse. François Privat, Philippe Dumail. Un an après les conchiliculteurs de Marennes-Oléron, c'est au tour de ceux du bassin d'Arcachon d'être touchés par une interdiction de vente de leurs produits. Elle concerne l'ensemble des moules et les huîtres affinées sur le banc d'Arguin, un banc de sable situé à quelques centaines de mètres en mer face à la dune du Pilat. Elles ne font qu'un passage qui peut aller de 2, 3, voire 4 mois, mais il n'en demeure pas moins qu'environ 30%, pour ne pas dire 40% des huîtres livrées à la consommation passent par le banc d'Arguin. C'est en effectuant des contrôles de routine que les chercheurs du laboratoire d'Ifremer à Arcachon ont décelé dans certains coquillages la présence d'une algue toxique dont l'origine reste indéterminée. Ça peut être dangereux pour le consommateur. Pour les toxines que nous connaissons bien, ce qui n'est pas le cas pour celle-ci, il y a des manifestations diarrhéiques ou neurologiques qui peuvent être parfois importantes, donc il est important de protéger la santé publique. Dans le cas de cette toxine, nous n'en connaissons pas encore les manifestations sur la santé humaine. Sur le bassin d'Arcachon, les producteurs de coquillages sont inquiets. L'année dernière, leurs collègues des côtes charentaises ont dû attendre 3 semaines avant de pouvoir à nouveau commercialiser leurs produits. Vous pourrez faire désormais le tour du monde pour moins cher par téléphone. France Télécom a baissé récemment le prix des communications longue distance à destination de 140 pays. Mais à partir d'aujourd'hui, augmente le prix des communications locales longue durée. Gare au Bavard, Luc Bazizin. Jusqu'à présent, cet appareil suffisait. Mais depuis aujourd'hui, tout a changé. Voici l'autre outil nécessaire pour téléphoner. Au lieu de toutes les 6 minutes, l'unité est maintenant décomptée toutes les 3 minutes. Pour le même prix, il faut donc parler 2 fois moins. Les bavards vont à présent se retrouver pénalisés. D'un autre côté, ils peuvent retrouver le sourire, car ils pourront téléphoner un peu plus loin pour pas plus cher. Désormais, les zones locales sont en moyenne 7 fois plus grandes, soit à peu près la taille d'un département. Et grand avantage, les frontières tarifaires ne sont plus rigides. Elles glissent afin que l'abonné en occupe toujours le centre. Par exemple, à Lille, ce ne sont plus 500 000 mais 1 million d'abonnés que l'on peut maintenant joindre au tarif local. Un élargissement qui favorise la province. En revanche, l'abonnement qui était de 28, 33 ou 39 francs selon l'importance de la circonscription augmente lui aussi. Il passe au tarif unique de 45 francs par mois. Le téléphone, un outil moderne sur lequel et maintenant avec lequel il faut compter. Une bonne nouvelle destinée à tout le monde et particulièrement aux critiques télé de la presse écrite. Patricia Charnelet et Jacques Gérard nous annoncent de Cannes une réconciliation historique entre l'image et le mot. Ce n'est ni un livre, ni une cassette, ni un disque, c'est un produit multimédia. 3000 professionnels du monde entier sont réunis à Cannes pour développer ce qu'on appelle déjà le livre électronique. Une nouvelle révolution que soutient France Télévisions et qui associe éditeurs, informaticiens et professionnels de la télévision. Pour construire ce chantier, eh bien, nous voulons jeter des ponts entre des corporations jusque-là bien distinctes. Certains apporteront la technologie, d'autres les logiciels, d'autres des financements. Exemple de ces nouveaux produits, le dictionnaire Hachette Multimédia, un disque compact de 12 cm. Il pèse 3 grammes, il comporte 75 000 mots, 3600 photos, des centaines de dessins, des séquences vidéo, des illustrations sonores. Ainsi, vous choisissez la fin du bloc communiste, vous voyez Gorbatchev et la chute du mur de Berlin. Prenez Bach. En plus de sa biographie, vous entendrez un extrait d'une messe. Cette alliance de l'audiovisuel et de l'écrit fait rêver, mais elle coûte encore cher, plusieurs centaines de francs pour un disque, plusieurs milliers pour un lecteur ou un ordinateur. En attendant de vous équiper, apprenez déjà le nouveau langage du multimédia. Ne dites plus « je vais feuilleter mon dictionnaire », mais je déplace le curseur sur mon CDI interactif. Maître chez lui, l'Autrichien Patrick Ortlieb a remporté à Kitzbühel la descente la plus difficile de la Coupe du Monde. Le premier Français, Jean-Luc Crétier, est 15e. Il aurait pu avoir une meilleure place, mais il a eu malheureusement un problème de lunettes. Il ne voyait plus grand-chose. L'arrivée du vainqueur.
79 jours, 6 heures, 15 minutes et 56 secondes pour faire le tour du monde à la voile. Voilà la performance que Bruno Perron avait réussi en avril dernier. Le Français Olivier de Kersauzon et le Néo-Zélandais Peter Blake vont essayer de faire mieux. Les deux navigateurs partiront demain de Brest, mais séparément. Yann Lavoie, Vincent Maillard. Voilà déjà plusieurs mois que les pensées de l'amiral s'envolent vers les brumes du Grand Sud, les courants du Cap Horn ou les calmes du Poteau Noir. À la barre de son trimaran ou à son bureau d'où il surveille la bête, Olivier de Kersauzon a beaucoup travaillé pour réussir. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas quitté ce projet. Durant les 4 derniers mois, on a navigué 25 jours par mois. C'est un programme qui nous a demandé toute notre énergie, tout notre travail. On a tout mis dedans. L'inventaire est terminé depuis longtemps. Rien n'a été oublié et tout a été embarqué pour 3 mois de mer. Ensuite, le plus dur pour l'équipage, c'est l'attente du départ, de la bonne météo. Alors on en profite pour ranger, pour fignoler, pour régler les derniers détails techniques à bord ou 20 mètres au-dessus du bord. Quelques détails administratifs aussi à régler dans le bureau où l'on fume beaucoup en pensant aux risques, aux dangers qui ne manqueront pas de survenir. Non, ça peut devenir très dangereux, mais c'est pas... Tout est dangereux, hein. Moins dangereux d'être autour du monde qu'une semaine à Sarajevo, il faut relativiser peut-être aussi. Non, le trimaran d'Olivier de Kersauzon ressemble à celui de Bruno Perron. C'est un énorme oiseau des mers capable d'atteindre 60 km/h. Seulement l'an passé, l'un a échoué, l'autre a réussi. Moi j'ai toujours dit qu'on c'était faisable en moins de 80 jours, donc ça nous a fait plaisir pour lui, parce que je pense qu'il avait besoin de réussir, comme tous ceux qui ont donné du mal, comme Hamza ou comme nous, on aurait tous eu besoin de réussir du premier coup. Seconde chance donc pour Peter Blake, le Néo-Zélandais, et Kersauzon qui vont partir ensemble. Un maxi trimaran opposé à Enza, ce maxi catamaran. Un duel inédit. Pour la première fois au monde, 2 géants vont partir comme pour une régate au coup de canon. Mais attention, cette fois pour gagner, il faudra faire le tour du monde en moins de 79 jours. Il est temps de réviser ces clichés. Chanel n'est pas ce qu'on croit. Chanel délire à l'approche du printemps. Enlève le bas et couvre le haut. Vive ce délire. Marie-Josée Le Picard, Franck Brisset. Dans le monde de la haute couture, le mois de janvier est le début du printemps. Et ce printemps, les défilés pour la première fois ont lieu au Carrousel du Louvre dans des salles souterraines. En hommage aux pyramides de verre, la maison Chanel a installé au fond du décor l'image d'une 3e pyramide construite par Claude Ledoux au XVIIIe siècle. Mais comment est la mode cette année, Monsieur Lagerfeld? Il y a les femmes invisibles, il y a la chasse aux faucons. C'est très mystérieux, le tout est assez mystérieux. Et comme la réalité n'est pas géniale, eh bien le surréalisme peut peut-être faire rêver un peu. Visage voilé de femmes sans regard. Pendant toute la collection, on va citer, c'est très chic, les drapés de Man Ray, les têtes de chou de Magritte, les femmes oiseaux de Max Ernst. Et défilent imperturbablement les petits Chanel du nouveau millésime. Sur une micro-jupe, des jaquettes allongées en mini-manteau, décor d'autant plus présent que les têtes sont absentes. Ah, tout de même, Claudia Schiffer montre son bout de nez. Pour une star, pas d'abat-jour. Assise au premier rang, la figuration habituelle, le monde officiel et le showbiz. Pour finir la collection, des robes très déshabillées que les clientes portent généralement avec quelques jupons. La mariée, tout d'un coup, fermement corsetée. Et tout le monde vient se faire applaudir. Les mannequins ne se contentent pas de défiler. Nous aurons le plaisir d'accueillir demain sur ce plateau Fabienne Terwing, l'une des top modèles les plus célèbres du monde. Elle a décidé de militer pour une noble cause avec Claudia Schiffer et Naomi Campbell, à leur façon fort agréable. Restez au chaud demain, il fera froid en plaine et il neigera en montagne. Nathalie Riouet le dira tout à l'heure. Restez au chaud ce soir avec Eddie Mitchell que Frédéric Mitterrand accueillera à 20h50 avec les Rita Mitsuko dans Taratata. Dernier journal minuit 20, Florence Duprat. À demain 13h, bonne soirée sur France 2, bonsoir.